Article 5. L'Assemblée réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Depuis quelques années, Jessica Balgui, doctorante, travaille sur des registres peu étudiés par les historiens, la série K, déposée aux Archives nationales d'outre-mer. Ces documents répertorient des milliers de personnes ayant été indemnisées suite à l'abolition de l'esclavage en 1848. Ces dédommagements concernent seulement les anciens colons pour la perte de leurs esclaves. En 1848, quand l'esclavage a été aboli, les propriétaires d'esclaves ont réclamé une indemnité pour la perte de leur propriété. Ça paraît assez incroyable aujourd'hui, mais c'est les propriétaires d'esclaves qui ont été indemnisés en 1849, grâce à la loi du 30 avril 1849 et son décret d'application du 24 novembre. C'est donc 126 millions de francs qui ont été attribués à tous les propriétaires d'esclaves dans ces colonies. Les enjeux de l'indemnité coloniale sont multiples. D'abord, pour les propriétaires d'esclaves, l'enjeu principal, c'est d'avoir des liquidités pour pouvoir payer ces nouveaux ouvriers anciennement esclaves qui vont maintenant réclamer des salaires. Donc il faut, pour les propriétaires, avoir de l'argent pour pouvoir les payer. Pour l'État, l'enjeu, c'est surtout de garder ses possessions coloniales et d'éviter que les propriétaires d'esclaves fuient. Donc, indemniser les propriétaires, c'est s'assurer qu'ils vont rester dans les colonies et que donc l'État français va pouvoir conserver ces colonies. Dans ces listes, il apparaissait des indemnitaires sans patronyme. Et quand on connaît un petit peu l'histoire des Antilles françaises, on sait que les personnes qui apparaissent sans patronyme sont presque à coup sûr des libres de couleur. Donc les libres de couleur, ce sont tous les affranchis ou leurs descendants, affranchis avant l'abolition de l'esclavage de 1848, et leurs descendants qui soient noirs ou métissés, et qui, du coup, avaient un statut libre dans les colonies, et qui, parfois, pouvaient posséder des esclaves, et qui donc apparaissent dans ces listes parce qu'ils ont eux aussi reçu une indemnité coloniale, parfois pour un esclave, parfois pour plusieurs. Voilà, ça c'était une découverte surprenante. Contrairement à ce qu'on s'imagine, les propriétaires d'esclaves en 1848 ne sont pas tous des hommes blancs, fortunés. Voilà, on trouve des femmes, on trouve des libres de couleur, on trouve des gens avec un esclave. Voilà, donc en fait, ça remet un petit peu en question l'image qu'on se fait de cette indemnité coloniale et de cette période abolitionniste. La recherche qu'on est en train de faire, elle nous permet, dans une sorte de flashback, de redécouvrir ou de réinterpréter, de redéfinir une société esclavagiste et la relation esclavagiste. On n'est pas en train de dire que c'était pas une relation violente. Bien sûr, c'était une relation d'une extrême violence. On n'est pas en train de dire ça, on n'est pas en train de remettre en cause tout ce qui est constitutif de la relation esclavagiste. Mais on est en train de dire que c'est une relation qui est perverse et qui, dans cette perversité, a construit des multitudes de relations de pouvoir. Donc c'est nous ce que l'on va apporter. Pour certaines associations, ça va être inaudible parce qu'elles ne pensent les choses que dans cette confrontation noir-blanc, alors que nous, on va montrer que c'est plus compliqué que ça. Le régime colonial est un monde de perversité et de complexité, et c'est bien ce que l'on doit montrer. Tout ce qui est généalogie, ça c'est un travail que j'ai beaucoup fait l'année dernière. Je pense qu'il y a déjà un certain nombre de résultats qu'on va établir qui ne seront pas très congruents avec certaines revendications. Mais bon, le chercheur n'est pas là pour faire plaisir, ou pour conforter des revendications. Le chercheur, au contraire, il est là pour complexifier les analyses et complexifier un discours. En 2006, le gouvernement de Jacques Chirac décide de la création du premier centre international de recherche sur l'esclavage. Son rôle, fédérer l'ensemble de la recherche française sur la question de l'esclavage et du post-esclavage et transmettre à la société les résultats de leur expertise. Cette année, le laboratoire lance sa première revue numérique. Ça, c'est vraiment
vraiment le signe d'une revue qui est vouée à durer. La mise en place de la revue, pour nous, elle s'est imposée comme une évidence pour plusieurs raisons. C'est que dans l'espace francophone, même si on est une revue qui se veut internationale, il n'y avait pas de revue sur esclavage et post-esclavage. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'était qu'on avait envie de transmettre aussi notre positionnement de chercheur. Le chercheur ne doit pas être enfermé dans sa propre sphère académique et sur des questions considérées comme sensibles, c'est-à-dire ayant des échos dans le contemporain et des échos sociaux et politiques. Il est nécessaire que les chercheurs apportent des éléments à ce débat et à cette discussion qui est beaucoup plus large et qui dépasse largement le monde académique. Si la question des dédommagements monétaires des descendants d'esclaves reste encore en suspens, des politiques de réparation symbolique, mémorielles et éducatives sont menées en France ces dernières années. La science aujourd'hui se révèle être un acteur clé pour clarifier l'histoire, une indispensable passerelle entre la société et son héritage.